Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hélène Cacheux et je suis co-coordinatrice du Parti de gauche. On a une co-coordination paritaire pour tous les instances chez nous et un co-coordinateur qui s'appelle Jean-Christophe Sénat. Je suis la co-coordinatrice. Donc, nous sommes ici pour parler de la régulation et des ruptures internationales. La bifurcation écologique et la reconnaissance de droits humains et sociaux impliquent aujourd'hui de revoir les relations internationales, y compris donc sur la question des multinationales et quels sont les moyens de contrôle qu'on peut mettre en place. La question aussi de nouvelles relations internationales, parce qu'on voit se multiplier des traités internationaux et qui ne vont pas tout à fait dans le sens d'un contrôle et d'une régulation. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir Marina Mesure, qui est donc à ma droite, qui va intervenir, elle, sur la régulation et le contrôle des multinationales. Marina Mesure est une syndicaliste internationale et par ailleurs aussi la responsable secrétaire générale de la délégation France Insoumise au Parlement européen. Et dans un second temps, Laurent Levard, lui, va aborder la question à travers la régulation des biens et des services sur la base du contrôle de production. Laurent Levard est secrétaire national du Parti de gauche et aussi, dans le civil, on va dire, agroéconomiste. Donc, dans un premier temps, je passe la parole à Marina. Pardon, je veux préciser quelque chose, c'est qu'il va y avoir des interventions qui vont nous permettre d'avoir entre 40 minutes et un peu plus de débat et de discussion derrière, parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment d'échanger entre nous et de construire ces ruptures. Alors bonjour à toutes et tous. Merci au Parti de gauche pour son invitation à intervenir sur un sujet que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui de la régulation internationale. Alors pour ma part, effectivement, on m'a demandé de me concentrer sur le prisme de l'entreprise, le prisme de la régulation et du contrôle des entreprises multinationales. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'effectivement, depuis presque une dizaine d'années, je milite dans le mouvement syndical mondial. Donc c'est un sujet particulièrement intéressant pour savoir comment, à un moment donné, on construit des contre-pouvoirs aux multinationales. Donc il est vrai que depuis plusieurs siècles, le capitalisme s'est organisé au niveau mondial en exploitant les failles de chaque système économique, politique et social. Dès le XVIIe siècle d'ailleurs, les capitalismes ont traversé les mers, les océans à la recherche de nouvelles opportunités commerciales au détriment de populations locales qu'ils ont asservies. Donc dans une histoire un peu plus récente, on a vu que les entreprises ont commencé à déployer leur réseau de production sur différents territoires. C'est la phase qui va commencer à nous intéresser, puisque vous avez donc déjà en 1920 Ford, vous connaissez bien, General Motors aux États-Unis, qui commencent à éparpiller leurs unités de production partout sur le continent américain. Et de la même manière, en 1880, vous avez des entreprises comme l'entreprise Singer qui va commencer à fabriquer des machines à coudre sur différents pays au sein de l'Europe. Donc en fait, la répartition de la production commence à ce moment-là, mais c'est vrai qu'à partir de l'après-guerre, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle phase qu'on appelle l'ère de la multinationalisation, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un véritable essor des entreprises multinationales. Et cet essor des entreprises multinationales, il est véhiculé par quoi? Évidemment par la révolution du transport maritime, ferroviaire, mais aussi évidemment le développement des nouvelles technologies de l'information et des nouvelles technologies de la communication. Donc, deuxième moitié du XXe siècle, on commence à avoir donc un essor des entreprises multinationales. Et on passe, si vous voulez, en 1990 à peu près 37 000 multinationales et 170 000 filiales. À 2016, 83 000 multinationales pour 800 000 filiales partout dans le monde, et ce qui représente à peu près 70 millions de salariés. Alors, quelles sont les conséquences de ce phénomène de transnationalisation des entreprises? La principale, en fait, celle qui nous intéresse en tout cas particulièrement, et moi aussi en tant que syndicaliste, c'est évidemment la construction d'une nouvelle division internationale du travail.
qui est orienté vers l'économie de coût. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise oriente évidemment ses choix en fonction des produits, des services, des coûts, de la main-d'œuvre dans différents pays du monde. Et évidemment, il se fait au détriment des salariés, puisqu'on va aller chercher les conditions de travail les moins avantageuses pour les salariés et les plus avantageuses pour le patronat. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a Brodel qui parlait, quand il définissait justement cette division internationale du travail, il parlait d'une division du travail à l'échelle du monde qui n'est pas un accord concerté et révisable entre partenaires égaux, mais c'est effectivement l'inégalité du monde qui est créatrice de l'échange. Donc là, on voit toutes les problématiques que cela va créer. Et sur cette base, que se passe-t-il? Ces entreprises, au fil des années, elles s'organisent, elles optimisent, elles centralisent, décentralisent, toujours de manière plus performante à l'image de leur profit. Et elles commencent à se dire, dans la production, on va aller en Chine. Pourquoi? Parce qu'en Chine, il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de convention collective, il y a des normes il n'y a pas de normes de santé et sécurité. Jusqu'au jour où les Chinois ont commencé à s'organiser, à avoir de meilleures conditions de travail. Et alors ils se sont dit, du coup, allons en Inde. En Inde, vous avez carrément trouvé 60 millions d'enfants qui sont prêts à travailler. Jusqu'au jour où on va arrêter avec l'Inde et où on va partir au Qatar, en Arabie Saoudite, dans ces pays où il n'y a même plus besoin de payer de salaire puisqu'on y trouve des esclaves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette course frénétique vers le profit a un coût humain désastreux. Aujourd'hui, le travail est la première cause de mortalité au monde, avant les guerres et les conflits. Vous avez chaque année 2,3 millions de travailleurs qui décèdent d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vous avez 100 000 rien qu'en Chine, chaque année, travailleurs qui décèdent au travail. Vous avez 168 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Vous avez encore 41 millions d'esclaves dans le monde. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la question de la régulation des entreprises multinationales est une question centrale, une question cruciale. Et elle pose évidemment un certain nombre de problèmes pour les États, puisque le principe même de l'entreprise multinationale, c'est qu'elle n'a pas de frontières, et donc de savoir comment on va pouvoir réguler ces entreprises multinationales. Et donc pour apporter quelques éléments, puisqu'il s'agit là de la discussion que nous avons aujourd'hui, il y a quelques législations qui ont commencé à avancer sur le sujet de savoir comment on va réguler ces entreprises, notamment avec le fameux devoir de vigilance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est quoi le devoir de vigilance? Ça a été adopté après des réflexions, de longues réflexions qui ont été tenues à l'ONU sur la question justement de la responsabilité sociale d'une entreprise, et de se dire donc qu'il faut identifier, prévenir et atténuer les impacts négatifs, là je vous cite tel que ça a été construit, les impacts négatifs réels et potentiels des activités des multinationales, de leur chaîne d'approvisionnement à leurs relations d'affaires. Donc ça c'est la citation même de la construction du devoir de vigilance. Et donc c'est en 2017 que la France adopte pour la première fois le devoir de vigilance. Alors initialement c'était une avancée historique, on se disait enfin on va faire respecter les droits humains, les droits environnementaux au sein des entreprises multinationales, au sein de la chaîne de sous-traitance. Dans les faits, c'est beaucoup moins enthousiasmant, puisque on se rend compte qu'il y a de nombreuses problématiques à ce devoir de vigilance, notamment le fait que l'État n'ait pas mis d'outils d'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit que le devoir de vigilance concerne toutes les entreprises qui ont au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde. Sauf que l'État n'a pas fait de liste de ces entreprises. Donc ce sont les ONG, ce sont les organisations syndicales qui essayent de savoir quelles entreprises sont concernées par le devoir de vigilance. Et même ça, donc, la loi a été publiée en 2017. Vous êtes 4 ans après, vous n'avez toujours pas de liste d'entreprises concernées par ce devoir de vigilance en France. Deuxième chose, c'est de se dire le défaut de l'action publique. Pourquoi? Parce que normalement c'est l'État qui va mettre en demeure à un moment donné une entreprise qui ne respecte pas parce qu'on a constaté des violations des droits humains au sein de la chaîne de sous-traitance. Mais dans les faits, l'État ne l'a jamais utilisé. Donc qui l'utilise? Là encore, les organisations syndicales, les ONG qui vont se battre, mais elles se battent avec leurs petites mains, dans le sens où elles n'ont pas les moyens pour pouvoir faire des recours constamment auprès de tribunaux pour condamner des entreprises multinationales. Donc, que se passe-t-il? C'est de fait quelques cas exemplaires, mais c'est absolument pas efficace et effectif aujourd'hui
ce devoir de vigilance parce que l'État ne fait pas son devoir d'action publique, qui est celui d'intervenir et de contrôler justement ces entreprises multinationales. Dernier point, justement, encore une fois, sur les problèmes relatifs à ce devoir de vigilance, c'est le fait de la proactivité, les moyens judiciaires qui, là encore, sont extrêmement insuffisants. Donc, le devoir de vigilance existe, d'accord, en 2017, félicité par tout le monde, mais aujourd'hui, concrètement, on ne l'utilise pas. Et l'État, aujourd'hui, n'est pas en capacité de contrôler, grâce à ce devoir de vigilance, les activités des entreprises multinationales, donc ce n'est pas efficace, et c'est un problème réel. Alors, que peut-on faire? Si on essaye de réfléchir, alors la discussion se passe au niveau français, elle se passe au niveau européen, je ne sais pas si vous avez vu là aussi, des débuts de discussion, se dire, bon, bah, ce droit qui aujourd'hui ne fonctionne pas en France, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre au niveau européen? Donc des discussions, c'est une bataille notamment qui est menée par une de nos députées au Parlement européen, Manon Brie, qui essaye de mener en se disant il faut que ça soit un droit reconnu au niveau européen, mais là encore on peut faire beaucoup de communication sur un droit, un devoir de vigilance, si derrière on n'arrive pas à l'appliquer, ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Il y a notamment un traité international pour la responsabilité des multinationales, alors ça c'est un traité au niveau de l'ONU, et ça, c'est un traité contraignant. Donc, c'est un traité qui est extrêmement intéressant. Mais là encore, donc, les discussions sur ce traité ont commencé en 2014. On est en 2021 et aujourd'hui, rien n'a abouti. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, notamment, s'oppose à ce traité contraignant pour justement réguler les entreprises multinationales. Et vous avez derrière la France qui est absolument muette sur le sujet. Donc c'était, là encore, il y a une bonne idée, il y a quelque chose à faire au niveau de l'ONU avec ce traité international, mais là encore, des pouvoirs publics qui est totalement inexistant sur ces questions-là et qui du coup ne s'implique pas. Et donc on va se retrouver encore une fois avec des cas, comme vous l'avez vu notamment, de la firme américaine de Chevron qui a été condamnée en 2011 par la justice équatorienne pour payer 9,5 milliards de dollars pour la pollution de l'Amazonie causée par la filiale Texaco. Et bien, que se passe-t-il? Chevron a simplement quitté le pays sans rien payer. Le tribunal d'arbitrage a même tranché en sa faveur. Et là, vous n'avez aucun outil, rien qui se passe et une impunité totale de ces entreprises multinationales. Donc, il faut aller vers ce traité, en tout cas dans les pistes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Évidemment, il faut qu'on se batte pour ce traité, réaffirmer la primauté des droits humains sur les droits commerciaux. Il faut responsabiliser les maisons mères sur leur chaîne de sous-traitance, sur leurs filiales. Et il faut être en capacité de poursuivre les multinationales pour les méfaits commis à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment les 3 points principaux qu'on devrait en tout cas promouvoir à travers ce traité international. Et si je donnais peut-être un deuxième point, si on a encore un petit peu de temps, c'est que la frontière peut devenir aussi un outil de régulation sociale et environnementale. Je pense que peut-être Laurent va développer un peu plus en amont la question du libre-échange, mais évidemment, à travers les accords de libre-échange, eh bien, vous savez que c'est les accords de libre-échange qui mettent en place aussi ces tribunaux d'arbitrage qui donnent un pouvoir supérieur aux multinationales vis-à-vis des États. Et c'est aussi à travers ces frontières qu'on peut refuser à un moment donné d'importer des produits qui ne respectent pas les normes sociales, environnementales, parce que comme je vous le disais aujourd'hui, est-ce normal qu'on importe des produits dans des pays qui ne respectent aucun droit fondamentaux, dans des pays où les enfants travaillent, où il y a encore de l'esclavage moderne? Ce n'est absolument pas normal, et donc ça, on est en capacité aujourd'hui de lutter contre grâce aux accords de libre-échange, c'est-à-dire en mettant un terme, en disant ce qu'on importe et ce qu'on n'importe pas sur notre territoire. Et c'est tout l'inverse qui se passe aujourd'hui. On continue avec des accords. Là, on vient de signer un accord avec le Vietnam qui ne respecte pas notamment les droits syndicaux. Donc, on continue à importer des produits de l'autre bout du monde avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc vous savez, tout ça, vous le savez déjà. Mais donc c'est effectivement à travers l'accord de libre-échange, à travers la frontière, qu'on peut aussi réglementer, réguler les multinationales. Pour terminer, peut-être, on peut parler, parce que j'essaie de voir aussi d'autres pistes, on peut parler au niveau des conditionnalités sociales et environnementales. Pour les entreprises multinationales qui reçoivent des aides publiques, on peut leur imposer un certain nombre de
conditionnalité sociale et environnementale. Il y en a une en particulier qui serait un petit peu nouvelle par rapport à celle que vous entendez régulièrement. Moi, pendant plusieurs années, je me suis occupée des accords cadres internationaux. Les accords cadres internationaux, c'est quoi? C'est des accords qui sont signés au niveau d'une direction d'une multinationale avec un syndicat mondial. Donc ça veut dire que les syndicats, par exemple, moi je viens du secteur de la construction, donc la CGT Construction est affiliée au syndicat mondial de la construction, parce que le syndicat mondial de la construction signe un accord mondial avec Bouygues, avec Vinci, pour dire à un moment donné, dans toute votre chaîne de sous-traitance, vous devez respecter des droits humains, vous devez respecter des droits environnementaux. Et ça pourrait être des genres de clauses, ça pourrait être des genres de conditionnalités qu'on pourrait mettre sur la table en disant, à partir du moment où vous recevez de l'argent public, eh bien vous allez vous engager à signer, à négocier un accord cadre international avec un syndicalisme mondial. Et ça, c'est encore une dimension justement qui est très intéressante, en tout cas moi je trouve, puisqu'on arrive à vraiment un contre-pouvoir aux multinationales aussi, grâce au mouvement syndical, grâce à un syndicalisme mondial qui est organisé, qui en a signé déjà des centaines, rien que dans la construction, vous en avez signé des centaines, et ça vous permet d'avoir un suivi et un contrôle des activités de la multinationale sur l'entièreté de sa chaîne de sous-traitance. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu des pistes de réflexion. Là encore, on aura un temps de débat, donc je ne veux pas être trop longue. Mais que ce soit le traité international au niveau de l'ONU, que ce soit ce qu'on peut faire au niveau de la législation française, européenne, ou ce qu'on peut faire à travers des conditionnalités sociales et environnementales, voici un panel d'outils qu'on peut utiliser pour parler de la régulation et du contrôle des multinationales. Voilà. Merci beaucoup Marina, et je passe la parole à Laurent. Merci Hélène. Bien. Alors, tout d'abord, il faut avoir en tête que l'importation de biens et de services par un pays peut aller à l'encontre du progrès social, du respect de droits humains fondamentaux et de la préservation des écosystèmes, et ceci de deux façons différentes. Tout d'abord, lorsqu'un pays importe des biens et des services, eh bien, il n'y a aucune garantie sur les conditions dans lesquelles ont été produits ce bien ou ce service. Ça peut être notamment dans des conditions sociales inacceptables, et Marina en a un petit peu parlé. Ça peut être aussi produit dans des conditions telles qu'il y a des contaminations de l'environnement, des populations elles-mêmes, et par ailleurs, ces processus de production, donc toujours des produits importés, peuvent aussi être facteurs de destruction d'écosystèmes, de changement climatique. Alors ça, c'est un premier aspect, mais l'autre aspect, c'est que du coup, cette importation de biens à bas prix, qui sont produits dans des telles conditions, génère forcément une concurrence dans le pays importateur par rapport à des secteurs de production qui produisent le même type de biens. Et on voit bien que ça ne facilite pas le progrès social, le respect de l'environnement, et y compris que ça peut amener à des reculs, aussi bien du point de vue social que du point de vue écologique. Et y compris, ça peut mener, si les productions locales, qui elles doivent respecter des règles sociales et environnementales plus exigeantes, eh bien ça peut y compris mener à la faillite, à la disparition de pans de production entiers. Donc, et de ce point de vue-là, il est essentiel de bien comprendre que les règles actuelles de l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC, vous connaissez, qui est une organisation internationale qui ne fait pas partie du système des Nations Unies, mais c'est tout de même une organisation internationale, eh bien, les règles de l'OMC autorisent un pays à restreindre, à interdire le commerce de certains produits sur la base uniquement des caractéristiques intrinsèques du produit, c'est-à-dire du produit lui-même. Par exemple,
un pays a tout à fait la possibilité d'interdire l'importation de fruits au-delà d'un certain niveau de résidus de pesticides sur ces fruits. Hein, parce qu'on parle bien de caractéristiques intrinsèques du produit. Donc ça, c'est possible. Mais par contre, les règles de l'OMC ne permettent pas de restreindre le commerce, c'est-à-dire d'interdire les importations, au nom des conditions de production de ces produits. Et notamment au nom des conséquences sociales ou environnementales des processus de production eux-mêmes. Alors, en plus, vous savez que, à côté des accords multilatéraux, c'est-à-dire des accords sur le commerce signés dans le cadre de l'OMC, comme l'a mentionné Marina, il y a depuis une vingtaine d'années une multiplication d'accords de libre-échange, hein, où un certain nombre de pays décident de libéraliser encore plus le commerce entre eux que ce qu'ils sont censés libéraliser dans le cadre de l'OMC. Donc il y a une multiplication de ces accords, il y a aussi des accords sur les investissements, et d'une façon générale, même s'il y a quelques exceptions, il peut y avoir quelques modèles, et d'une façon générale, dans ces accords de libre-échange, il n'est pas non plus prévu de possibilité de restreindre, d'interdire des importations au nom des conditions concrètes de production de ces produits. Alors, vous savez aussi que, à côté de ces accords commerciaux, les pays sont signataires d'une multitude d'accords et de conventions internationales dans le domaine des droits humains, dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Bon, il y a l'accord de Paris sur le climat, donc il y a tout un certain nombre d'accords. Le problème de fond, c'est qu'il y a une différence essentielle entre tous ces accords et conventions internationales qui portent sur des questions sociales et environnementales et les accords de l'OMC. La différence essentielle est que l'OMC dispose d'un organe juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un pays ne respecte pas, si un pays considère qu'un autre pays ne respecte pas ses engagements, eh bien, il peut recourir à cet organe juridique et l'État, voilà, si l'État accusé est finalement reconnu coupable, il peut y avoir des sanctions contre lui. Par contre, dans le cadre des autres accords internationaux, les accords portant sur les questions sociales ou environnementales, eh bien, que se passe-t-il si un pays qui a pourtant signé, ratifié un accord, eh bien, dans la pratique ne le met pas en œuvre? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pratiquement rien, parce qu'il n'y a pas d'organe juridique. Donc, si vous voulez, vous voyez que pour cette raison, il y a véritablement un déséquilibre entre les règles commerciales et les autres types de règles, et c'est pour cette raison qu'on peut dire qu'il existe une véritable hiérarchie de fait entre les différentes règles ou les différents engagements internationaux, et que ce qui prime dans la pratique, eh bien, ce sont toujours les accords commerciaux. Alors, également, et là aussi Marina l'a évoqué, il y a également dans les accords de libre-échange des mécanismes juridiques. Alors là, c'est bien pire que ce qui existe dans le cadre de l'OMC, parce que dans l'OMC, le mécanisme juridique qu'il est, c'est un mécanisme qui permet à un État de porter plainte contre un autre État. Par contre, dans les accords de libre-échange, c'est un mécanisme qui permet uniquement à des multinationales de porter plainte contre un État. Et on voit bien, il y a de multiples exemples, parce qu'il y a ça également dans les accords sur les investissements. Eh bien, dans de multiples cas, eh bien, des États ont été condamnés au nom de politiques sociales et environnementales, qu'ils ont mis en œuvre. Et donc, véritablement, on voit que ces accords de libre-échange
constitue un frein, une violation de la souveraineté des États par rapport à d'éventuelles mesures qu'ils pourraient prendre, et y compris des mesures visant à se mettre en conformité avec leurs engagements internationaux en matière sociale, en matière environnementale, en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, on voit donc à quel point l'ensemble des règles internationales et cette hiérarchie de fait entre les accords internationaux constitue un obstacle à la réalisation de progrès dans chaque pays, à la fois en matière sociale et en matière internationale. Fondamentalement, ce système de règles internationales ne reconnaît pas le fait qu'un pays puisse réguler le commerce, et notamment ses importations, au nom d'un principe de responsabilité sociale et écologique universelle. Parce que cette responsabilité impliquerait de se préoccuper des conditions de production, non seulement des produits fabriqués dans le pays, mais également des conditions de production et des effets de ces conditions de production de l'ensemble des pays, de l'ensemble des produits qui sont utilisés, qui sont transformés dans le pays. Et donc, on voit qu'il y a véritablement un problème majeur. Cette question de la responsabilité sociale et écologique, je dirais, universelle, et donc portant sur l'ensemble des produits utilisés, consommés par un pays, est une question, je dirais, de responsabilité morale vis-à-vis de l'humanité dans sa globalité et vis-à-vis des générations à venir, mais ça va au-delà d'une responsabilité morale. Et alors, juste une petite parenthèse, mais de ce point de vue-là, on utilise un terme en anglais qui est celui de accountability, qui est le fait de devoir rendre des comptes, qui va plus loin que le terme français de responsabilité, qui est simplement de responsabilité. Et finalement, voilà, c'est cette question de l'exigence de rendre des comptes par rapport aux produits que l'on utilise. Alors, si l'on considère que les responsables du respect de ces conditions sont les entreprises elles-mêmes qui importent notamment des produits, on voit qu'il y a un lien avec la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et voilà, il y a deux approches un petit peu distinctes, mais qui finalement se rejoignent et peuvent être articulées. Alors, quelques exemples d'exigences qui pourraient exister par rapport aux conditions de production des produits. Il y a effectivement des critères comme les conditions de travail, les conditions de rémunération, la non-discrimination, la reconnaissance du droit syndical, l'absence d'utilisation de pesticides ou de certains produits dans les processus de production, l'absence directe des processus, directs ou indirects, d'effets directs ou indirects des processus de production en termes de déforestation ou de destruction d'écosystèmes. Et on pourrait inclure comme condition sociale, finalement, dans le cadre de l'agriculture paysanne, la façon dont les agriculteurs sont rémunérés, le niveau des prix auxquels ils sont rémunérés, ce qui reviendrait finalement à faire des critères du commerce équitable une exigence, à faire des critères, quelque part à généraliser les principes du commerce équitable. Finalement, cette approche, elle viserait à normaliser les produits, non pas seulement sur la base de la caractéristique de ces produits, mais de les normaliser en fonction des conditions de production et des conditions de rémunération des produits dans le cadre d'une agriculture paysanne.
Alors, c'est intéressant parce que, si vous voulez, quand on raisonne de cette façon, de dire qu'un pays pourrait exiger que les produits qu'ils ont utilisés, quelle que soit leur origine, fabriqués localement, nationalement ou importés, exiger de ces produits qui respectent un certain nombre de conditions en matière de conditions de production, finalement, quand on raisonne comme ça, on n'a même pas besoin de faire appel au concept de protectionnisme, ni même de protectionnisme solidaire, car il ne s'agit pas tant de protéger, mais plutôt que d'affirmer une responsabilité globale par rapport à des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux, des droits sociaux fondamentaux, et par rapport à des enjeux écologiques planétaires, et notamment en matière de changement climatique. Alors, notons que c'est une idée qui fait un petit peu son chemin, même si on est encore très loin. Par exemple, en France, il existe une stratégie, il existe depuis 2 ans, 3 ans, une stratégie nationale contre la déforestation importée. Vous voyez qu'on est exactement dans la problématique que je viens de mentionner. Et dans cette stratégie nationale, il est prévu que d'ici 2022, eh bien, dans les appels d'offres publics, eh bien, seraient exclus les produits qui seraient importés et dont la production générerait directement ou indirectement une déforestation. Et dans cette stratégie nationale, il est aussi proposé de créer un label, il est proposé de porter ça au niveau européen, mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. À partir du moment où on élabore un label qui permet de garantir qu'un produit agricole ou bien du bois n'a pas été produit dans des conditions telles que la production entraîne une déforestation, à partir du moment où il existe une certification, un label public de ce type-là, pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Achat public ou non? Donc vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais bien entendu, pourquoi ne va-t-on pas plus loin? Bien sûr, il y a la pression des entreprises et des entreprises multinationales, mais il y a aussi le fait que, fondamentalement, du fait de ce que je vous disais tout à l'heure, aller plus loin serait totalement contradictoire avec les règles actuelles de l'Organisation mondiale du commerce qui interdit d'interdire des importations au nom des conditions de production. Vous voyez donc la problématique. Alors, il me reste à traiter 2 aspects que je n'ai pas abordés. Le premier, il concerne la question de la taxation des produits en fonction de leur composante carbone ou de leur composante énergétique. Alors, on sait qu'il existe des débats sur cette question et que je pense qu'entre nous, le débat n'est pas totalement clos, totalement conclu, mais c'est tout de même une question absolument centrale, d'autant plus que c'est de plus en plus présent dans l'agenda international, dans l'agenda européen. Donc je pense qu'il y a tout de même une urgence à dire ce qu'on voudrait. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le tel principe d'une taxation carbone énergétique, on peut dire 2 choses. D'une part, ça n'a pas de sens de faire une taxation uniquement en fonction de la distance kilométrique ou des émissions de gaz à effet de serre au cours du transport. Parce que bien souvent, l'empreinte carbone d'un produit, elle provient largement plus du processus de production lui-même que de son transport, même quand il s'agit du transport international. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que l'on peut dire, sur laquelle je pense qu'on peut se mettre d'accord, c'est que il est essentiel que s'il y a taxation de ce type-là, ça soit socialement acceptable. C'est-à-dire que le produit de la taxation, il soit intégralement redistribué au profit des catégories populaires, au profit aussi du développement de certains services publics. Enfin bref, vous me comprenez que ça soit au minimum neutre pour les catégories populaires. Bien. Alors,
parle de taxation, il faut l'étendre. Si on parle de taxation, il faut l'étendre aux produits importés. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, et alors, à partir du moment où on parle de ça, là aussi, vous voyez qu'on ne parle pas de protectionnisme. On parle tout simplement de l'extension aux produits importés d'une règle qui serait une règle plus globale. Alors, notons que là aussi, il y a des débats qui avancent sur cette question. Dans le cadre du pacte vert européen, de la proposition de la Commission européenne, il est proposé, pour la première fois, l'idée d'une taxe carbone aux frontières, en fonction de l'empreinte carbone des produits importés. Bon, alors, on ne va pas rentrer dans le débat, il y a beaucoup de choses à redire par rapport à ça. La proposition n'est absolument pas satisfaisante. Je dirais par exemple, pour mentionner un exemple, la question des produits agricoles et alimentaires n'est pas inclus, par exemple. Bon, mais si vous voulez, on voit bien que c'est quelque chose qui fait tout de même avance. Et puis enfin, le dernier point que je voulais mentionner, c'est que, et là, je pense qu'on peut parler d'un véritable protectionnisme, et il faut l'assumer en tant que tel. Il ne faut pas avoir peur de parler de protectionnisme, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir, il y a une légitimité à ce qu'un pays ou un ensemble de pays protège son économie parce qu'il veut y développer l'emploi, parce qu'il veut y maintenir une certaine indépendance alimentaire, une souveraineté alimentaire, une certaine indépendance industrielle, préserver un savoir-faire technologique, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, oui, parlons de protectionnisme, qui peut passer notamment par des tarifs douaniers. Mais ce que je voulais souligner, c'est que les autres mesures proposées, celles que j'ai mentionnées auparavant, et notamment le fait d'une normalisation des produits sur la base des conditions de production et s'appliquant aux produits, y compris aux produits importés, finalement, ces autres mesures probablement rendraient beaucoup moins nécessaires des mesures protectionnistes proprement dites, puisqu'elles permettraient déjà de résoudre un certain nombre de problèmes posés par la concurrence de produits importés par rapport aux produits nationaux. Or, dans le contexte actuel des débats et des négociations internationales, je pense qu'il est beaucoup plus facile de mettre en avant des politiques qui répondent à un principe de responsabilité sociale et environnementale, et notamment climatique, globale, plutôt que de défendre des politiques qui s'appuient simplement sur la nécessité d'un protectionnisme, même s'il faut le faire aussi. Enfin, vous voyez, je pense que c'est tout de même plus facile. Voilà. Et puis alors, en conclusion, bien entendu, l'acceptation de tels principes au niveau international représenterait une rupture fondamentale avec les règles actuelles et avec toute l'idéologie de la libéralisation sur laquelle sont basés les accords de l'OMC et les accords de libre-échange. C'est notamment l'idée de normes des produits basées sur les conditions de production et les effets de ces conditions de production. Par contre, l'extension aux produits importés d'une taxe carbone ou énergétique, en soi, n'est pas contradictoire avec les accords de l'OMC ou avec les accords de libre-échange. Voilà. Et sans doute faut-il que la France ou l'Europe, tout dépend du niveau auquel on se place, prennent des mesures, enfin, il faut qu'on se batte pour qu'il y ait des mesures unilatérales qui soient prises en ce sens, sachant que on a vu des précédents historiques où le fait de prendre des décisions unilatérales, certes ça peut créer une crise, mais ça peut aussi amener d'autres pays, entraîner d'autres pays à prendre le même type de décision et finalement permettre d'avancer vers des accords internationaux. En tout cas, la défense de ces principes me paraît être un élément essentiel en matière de politique internationale de la France, telle que nous entendons la mener. Voilà, merci bien.
mesures, en tout cas des façons de préserver l'écosystème, les droits humains fondamentaux et sociaux. Et donc, on va passer la parole dans la salle. C'est Brigitte qui va passer le micro et vous expliquer un tout petit peu. Dans la mesure du possible, ça va parfois vous paraître injuste, on va essayer de passer d'un côté ou de l'autre et on va, donc ce ne sera pas ordonné exactement, et on va essayer bien sûr d'intercaler femmes et hommes. Je passe le micro. Merci. J'aurais aimé une précision parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris la totalité. Si j'ai bien compris, les mesures que tu proposes, Laurent, reviennent finalement à mettre de l'ordre dans les échanges économiques et les règles seraient des règles de, disons, plutôt que le libre-échange, ce serait un échange loyal entre les différents pays. Et je pense que c'est très différent de la notion de protectionnisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit, lorsqu'on parle de nous de protectionnisme, on parle de protectionnisme solidaire. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, il ne s'agit plus d'économie, mais il s'agit de politique. Il s'agit de s'entendre avec des pays sur la façon dont on va, entre ces pays-là, prendre des mesures de compensation sur certains produits, sur certaines actions, ce qui n'a plus rien à voir avec le libre-échange, ni avec l'échange loyal. Cette fois, il s'agit de politique et pas d'économie. Me semble-t-il. Bon, peut-être que je sors un peu de la thématique, mais je voudrais savoir comment est-ce que quelle opinion vous avez sur les blocus au niveau commercial, les bloqueos, je ne sais pas si c'est blocus en français, sur l'île de Cuba et aussi sur Venezuela, non? Le blocus unilatéral des États-Unis et ses alliés, qui casse toutes les règles de commerce parce que c'est illégal, non? C'est unilatéral, c'est pour la force. Bonjour, alors déjà merci aux intervenants pour ce thème parce que c'est quand même un thème très important sur les questions de commerce et c'est une question qui est pas traitée très souvent. Moi j'aurais une question sur en fait l'articulation entre les deux principes dont vous avez parlé, à savoir d'un côté le protectionnisme et de l'autre côté le côté responsabilité globale, obligation de rendre des comptes. Est-ce que c'est une articulation court terme, long terme, c'est-à-dire dans un premier temps, à court terme, on met en place un protectionnisme solidaire et sur le long terme, on essaie de changer les règles au niveau mondial, et ou est-ce que c'est une approche un peu aussi plan A, plan B, en fait un niveau mondial, de dire dans un premier temps, plan A, on essaye de renégocier ces règles-là au niveau mondial, et si ça fonctionne pas ou qu'on trouve pas suffisamment d'alliés, pour pouvoir appliquer le programme, on fait quand même à l'échelle nationale avec une forme de protectionnisme. Oui, je me lève pour que vous me voyez, je suis là. Oui, vous avez parlé de responsabilité sociale et écologique qui a trait à la responsabilité morale. Mais moi, monsieur a parlé du Venezuela, du blocus. Moi, je veux parler des produits qui sont importés de pays qui violent le droit international. Et je pense à l'Israël. L'importation des produits qui viennent des colonies illégales, qui ont été déclarées illégales. Et donc, actuellement, l'Union européenne a simplement demandé que les produits soient étiquetés comme venant des colonies illégales, mais ils sont toujours importés. Donc, quid de la responsabilité morale à ce niveau-là? Merci. On va retourner, mais bon, comme il y a beaucoup de questions qui ont été posées, qu'on puisse échanger et relancer le débat dans un demi-temps, je vais passer la parole à l'un ou à l'autre. À Laurent d'abord. Bien.
Mais de toute façon, enfin, pour répondre à la première question, tout ce qu'on parle là, c'est de la politique. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de politique commerciale, y compris le fait de libéraliser le commerce, c'est un choix politique. Hein. Donc on est bien dans un débat éminemment politique. Hein. Donc je suis d'accord avec ça. Alors sur la deuxième question, je suis pas sûr d'avoir totalement compris. Bon, on est un petit peu hors sujet par rapport à notre débat, mais bien entendu, nous nous opposons et dénonçons les types de blocus qui peuvent exister par rapport, notamment par rapport à Cuba, par rapport au Venezuela. Bien. Maintenant, oui, les deux principes que j'ai exprimés, ils sont complémentaires. Il y en a pas un qui vient après l'autre ou l'autre. Je pense que fondamentalement, les causes et donc les objectifs sont différents. Dans un premier cas, il revient à dire que, et on pourrait avoir le même raisonnement au niveau individuel, en tant qu'individu, en tant que société, en tant que pays, nous avons une responsabilité par rapport aux produits que nous consommons et que nous utilisons. Et quelle que soit l'origine de ce produit, nous avons une responsabilité parce que si ce produit, au niveau de son processus de production, il contribue par exemple à la déforestation, il contribue au changement climatique, eh bien oui, nous avons... Alors, l'individu peut considérer qu'il a une responsabilité individuelle, la société, et donc un pays, peut considérer qu'il a une responsabilité collective. Mais j'insiste, c'est une rupture, c'est une révolution par rapport aux conceptions actuelles du droit international actuel. Bien. Et donc ça peut s'appliquer bien sûr aux questions écologiques, aux questions notamment aux questions de changement climatique, mais également par rapport à la question des droits humains fondamentaux, des droits sociaux. Voilà, un pays devrait pouvoir décider que non, il n'utilise pas et donc il n'importe pas des produits, par exemple, qui sont fabriqués par des esclaves. Voilà. Et ou alors, et je le disais dans le cadre de l'agriculture paysanne, parce que l'agriculture paysanne est un secteur particulier, puisque c'est un secteur où finalement ce qui fonde la rémunération du travail, et donc la capacité de subvenir à ses besoins fondamentaux. Ce n'est pas le salaire, puisqu'il n'y a pas de salaire. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le niveau des prix auxquels sont payés les paysans, les agriculteurs. Et donc on peut, dans cette conception, on peut tout à fait considérer que garantir des prix minimums aux producteurs, quelque part, c'est reconnaître des droits sociaux fondamentaux. Et c'est les principes du commerce équitable. Le commerce équitable existe depuis 40 ans, depuis 50 ans, ça continue à être des initiatives privées, c'est très bien, félicitations à tous ces acteurs. Mais pourquoi ne pas en faire une politique publique? Pourquoi ne pas dire tout, d'abord créer un label public de commerce équitable et considérer que tout produit doit porter ce label. Sinon, il ne peut être commercialisé. Voilà. Donc ça, c'est le premier raisonnement. Et on n'a pas besoin de parler de protectionnisme pour parler de tout ça. Même pas de protectionnisme solidaire. Par contre, là où je disais, on peut considérer que il peut y avoir protectionnisme pour les différentes causes. Voilà, on peut dire qu'un pays, par rapport à son indépendance de long terme, économique, politique, eh bien, il peut faire le choix
d'être autosuffisant du point de vue alimentaire. Voilà. Et là, c'est bien s'il faut une politique protectionniste pour ça. Ou bien, un pays peut considérer que c'est un problème de plus produire de paracétamol et de se retrouver dépendant de l'étranger pour produire du paracétamol. Voilà, bon, c'est 2 exemples, mais on pourrait en prendre une multitude. Et là, mais là aussi c'est une rupture par rapport à l'idéologie libérale dominante. Voilà. Et puis pour répondre à l'intervention de derrière, oui, alors il peut aussi y avoir des règles, je dirais, de protection ou d'interdiction d'importation par rapport, cette fois-ci, non pas tant au processus de production concret de tel ou tel produit, mais par rapport à des États qui ne respectent pas le droit international, et notamment Israël. On est encore sur un autre niveau de raisonnement, mais je pense que tout ça doit pouvoir s'articuler. Bon, du coup, tu es déjà revenu sur pas mal de, pas mal de questions. Moi, il y avait une question sur la question long terme, court terme que je trouve intéressante, puisqu'effectivement, il y a le court terme, donc tout ce dont tu parlais, donc l'interdiction immédiate de certains produits, que ce soit sur les questions environnementales ou les questions de droits humains. Mais après, il y a la question aussi du long terme, de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a interdit donc d'importer tel ou tel produit en France. Comment on va aussi aider les travailleurs notamment qui produisaient ces produits à eux-mêmes s'émanciper, à eux-mêmes, parce qu'il y a ce combat aussi qui est internationaliste. C'est un combat internationaliste que nous portons aussi à la France Insoumise. Donc, dans un premier temps, il y a le respect. Donc peut-être pour compléter un point que tu n'as peut-être pas cité sur l'OIT, c'est-à-dire comment on va déterminer quel produit on importe, quel produit on n'importe pas, déjà de savoir si le pays en question a ratifié l'entièreté des conventions de l'OIT, au moins les conventions dites fondamentales, les 8 conventions fondamentales, donc c'est-à-dire pas de travail forcé, pas de travail des enfants, pas de discrimination. Donc par exemple la liberté syndicale, puisque vous avez encore de nombreux pays qui interdisent les organisations syndicales. Donc il y a une certaine nombre de listes déjà au niveau des conventions internationalement reconnues en droit du travail qu'on pourrait avancer comme un critère déterminant pour l'importation des produits. Et après, effectivement, c'est l'organisation. On a besoin d'avoir aussi sur place des organisations qui sont en capacité aussi de nous informer. Il faut tisser les liens au niveau international pour savoir quelles conditions de travail concrètes les travailleurs subissent dans ces pays-là. Je pense notamment au Qatar, puisque tu parlais justement de fait de pas importer de produits de certains pays. Là, le Qatar, vous savez ce qui se passe avec la Coupe du Monde, 6500 travailleurs qui sont morts pour construire les infrastructures en lien avec la Coupe du Monde. Un pays qui ne reconnaît toujours pas les organisations syndicales, qui exploite une main-d'œuvre migrante du Népal, des Philippines. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aussi à partir du moment où on a dit chez nous ça rentre pas, ou chez nous on boycotte, par exemple pour la question de la Coupe du Monde, chez nous on boycotte, qu'est-ce qu'on fait après pour ces travailleurs qui continuent à subir des formes d'exploitation. Et donc c'est pour ça que moi je vois le 2 temps aussi, le court terme de ce qu'on peut faire nous, et après le long terme, c'est-à-dire la lutte qui est internationale avec ces travailleurs, puisque moi je reprends un peu la partie, c'est bien on se complète, puisque tu reprends un peu la partie environnementale, moi je reprends aussi un peu la partie sociale, et donc c'est pour ça que je vois en tout cas une politique sur le long terme, c'est-à-dire effectivement internationaliser nos luttes et se mettre aux côtés aussi de tous ces travailleurs au niveau mondial, puisqu'ils ont besoin de notre soutien. Et aussi juste une petite anecdote parce que on a un petit peu de temps, mais vous savez que par exemple un des pays les plus pauvres au monde, qui est le Bangladesh, les travailleurs du Bangladesh se sont mobilisés il y a 2-3 ans devant l'ambassade de France, à partir du moment où on était en train de faire nos mobilisations contre la loi travail. Eh bien, ils se sont mobilisés pour se battre et pour justement nous soutenir. Donc des travailleurs, vous imaginez les conditions de travail au Bangladesh, qui se battent pour les travailleurs français, pour dire à partir du moment où vos droits sociaux, vos acquis sociaux sont bafoués en France, en fait c'est au niveau mondial qu'ils sont bafoués, et donc ils se mobilisent pour
en solidarité avec nous. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas oublier la deuxième phase qui est celle aussi de la coopération, de la solidarité qu'on doit avoir avec tous ces travailleurs, au-delà de la première phase qui est celle d'interdire tel ou tel produit au sein de l'Union européenne ou de la France. Voilà, peut-être pour compléter un petit peu. Bonjour, moi je voulais poser une question peut-être un peu bête, mais est-ce que la France insoumise peut se prévaloir de sortir des fameuses règles de l'OMC ? Bon, merci. Bonjour, merci pour ce débat. Il est très intéressant de voir la question des travailleurs dans son ensemble. Là, j'essaie de poser une question sur une production qui a une connotation de drogue et qui a en même temps, c'est un aliment complètement bon pour la santé humaine. Il s'agit du coca. Le coca utilisé en Bolivie, notamment Evo Morales, lui, il a fait sa campagne pour protéger les travailleurs de la coca, et ils sont utilisés sous la forme de poudre et donc alimentaire. Il existe aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser les feuilles de coca comme tisane, et cela, il a des propriétés médicales, notamment pour lutter contre la question de la respiration en haute altitude. Donc, est-ce qu'il y aurait une sorte de comment ça s'appelle, de protection ou d'essayer de donner justement le droit à faire ce type de production en utilisant le bon sens de l'élément et ne pas utiliser donc la partie négative qui consiste à utiliser comme une drogue. Donc voilà le sens de ma question. Merci. Bonjour. Ma question va se porter sur la capacité de la France à justement prendre des décisions unilatérales. Et personnellement, je me pose, je regarde un petit peu l'histoire avec toutes les guerres commerciales, parce que toutes les guerres ont été et sont encore commerciales. Et je prends l'exemple, le seul exemple, mais pas unique, de la guerre de l'opium, où il y a eu la Chine qui n'a pas voulu justement importer de l'opium sur son territoire et qui, par tactique militaire, politique, ont guidé ont fait que le pays a rencontré le sort tragique qu'il a connu. Par conséquent, je me pose en fait, je sais que dans la France insoumise, ou en France en général, on a cette image de la France puissance mondiale, ce qui est vrai dans une certaine mesure. 6e puissance mondiale, mais n'empêche que il y a quand même 5 autres puissances mondiales qui ne regardent pas en fait le futur qui n'ont pas l'intention en tout cas de prendre le même cap que ce que nous prêchons ici. Et donc en fait je me demande dans quelle perspective on se voit en fait défier le monde entier entre guillemets
voilà, dans une guerre commerciale, une guerre froide commerciale comme celle-ci, qui, moi, je vois très rapidement se transformer en une guerre matérielle, physique, militaire. Merci pour vos interventions. J'aimerais savoir dans quelle mesure l'application de ce que vous préconisiez est possible quand on n'est pas informé. Et j'entends par là, il y a deux types d'informations. On pourrait avoir par les travailleurs, s'ils se syndiquent, s'ils ont la liberté de se syndiquer. Et dans différents pays, on sait très bien que la liberté syndicale est très compliquée. Et autre chose, on sait qu'il y a le consortium de journalistes d'investigation au niveau international qui a de grosses difficultés. Dernièrement, il y a eu la directive européenne sur le secret des affaires qui empêche grandement aussi l'information des citoyens et même des politiques. Donc, n'est-ce pas un préalable en fait que d'être bien informé ? Je vais me lever. Donc vous avez parlé du commerce international, la mondialisation, la résultante du capitalisme et de l'exploitation. Et je trouvais votre intervention en tant que syndicaliste, je suis moi-même syndicaliste, quoi. Je fais partie d'un syndicat. Je trouvais bien à propos parce qu'en fait, je pense que vu les lobbies auxquels on a affaire et vu l'organisation de notre société qui est basée sur le profit au niveau mondial, d'ailleurs c'est pour ça qu'on mondialise, vous l'avez très bien expliqué dans votre exposé, les Chinois, puis les Indiens, puis après on va exploiter les enfants, etc. Ça n'a pas de fin. Donc je suis vraiment dubitative sur des accords qui pourraient avoir lieu entre États, pour les raisons qu'ont invoquées les personnes qui sont intervenues et aussi pour des raisons de collusion avec quand même des forces que sont les lobbies et voilà. Donc pour résumer, je partirai plus de la production, me semble-t-il, des droits des travailleurs et des droits environnementaux. Bien sûr qu'à ce niveau-là, ça va être difficile, c'est un combat profond, mais je pense que c'est ainsi qu'on arrivera à le mener contre ce système qui est organisé de façon à, je le répète, exploiter. Donc je suis vraiment sceptique quant à mettre des lois qui encadreraient, qui limiteraient, qui humaniseraient, alors que les moyens de production, ils appartiennent à qui ? Ils appartiennent à ceux qui dominent, à qui appartiennent les moyens de production, ils nous exploitent, hein, je veux dire, voilà. Hein. Et ça fait des années que ça dure, des siècles. Donc voilà, mon intervention avait pour objet ça, c'est-à-dire de pointer du doigt que l'important c'est de regarder le début des choses et la production. Et j'ai une petite aparté rapide qui rejoint ce que je dis, c'est-à-dire que aussi il faudrait vous l'avez soulevé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on limite le commerce avec tel ou tel pays qui est déjà en difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'il y a aussi, mais pour nos sociétés aussi, pour la France aussi, à se repencher sur les relocalisations, à retisser un tissu économique, mais cette fois-ci plus égalitaire. Et également à valoriser, moi je suis issue d'un milieu paysan, vous avez parlé de paysans, maintenant on parle d'exploitants agricoles, et d'exploitants agricoles d'ailleurs qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont sous la pression du profit, alors que leur but, eux, c'est juste de produire pour nourrir. Donc voilà, donc partir de la production et relocaliser me semble essentiel. Ouais, moi du coup je voulais un peu prolonger la question d'avant sur la question de faire signer les traités et les respecter parce que les droits des travailleurs du coup ils peuvent être aussi garantis par des traités comme en parlait Marina Mesure.
Du coup, mon questionnement, c'est comment on amène les États à signer et à respecter les traités, parce que si on part du principe que les États ne respectent les choses que parce qu'ils y ont intérêt, comment on amène à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils les respectent, si, comme disait la camarade d'avant, ils n'y ont pas forcément intérêt structurellement. Donc j'imagine qu'une partie de la réponse se trouve dans la pression internationale qu'on peut effectuer, notamment en tant que France, sur les États membres ou en tant qu'organisation internationale, mais aussi, j'imagine, aussi au niveau interne avec les combats des travailleurs. Mais du coup, voilà, c'est comment réussir à amener les États à signer les traités et après qu'ils les respectent, quel rapport de force on peut mettre en place et peut-être de manière peut-être un peu plus concrète, si nous on arrive au pouvoir, et ça rejoint peut-être la question de Clément, à court terme, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive au pouvoir pour peut-être améliorer les choses au moins sur les 5 ans à venir? Merci. Merci pour vos interventions. Une question dans le cadre des accords de libre-échange et des tribunaux d'arbitrage. Aujourd'hui, que risquerait concrètement un pays comme la France à appliquer une politique d'un port responsable? Est-ce qu'il y aurait des sanctions qui sont juste de l'ordre de la menace psychologique, ou est-ce qu'il y avait un vrai risque financier derrière? Merci. Encore? Je te passe la parole. Tu veux Quoi? Toi en premier, après ce sera. Bon. Bien, donc là il y a tout de même des questions assez cruciales qui ont été abordées. Alors peut-être répondre d'abord à la question sur la coca. Moi, bon, c'est une question sur laquelle je n'avais pas réfléchi et je ne prétends pas être compétent, mais je pense que là on parle tout de même d'usages médicaux, donc je pense qu'il y a une différenciation qui est possible de faire à travers des circuits de commercialisation spécifiques. Bon. Alors, sur la question de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, peut-être tout d'abord préciser que ni Marina ni moi-même n'avons mandat ici de parler au nom de la France Insoumise et que tout ça, c'est des questions qui sont en débat, qui sont pas toujours... sans doute, on peut y compris avoir l'impression que il y a des décisions qui sont pas prises forcément. Donc voilà. En tout cas, nous on exprime notre point de vue dans ce débat. Ça n'engage pas des décisions de la France Insoumise en tant que telle. Hein, bien, pour que ça soit clair. Alors. Moi, je pense que... Alors d'abord, il faut avoir en tête que la France ne peut pas sortir de l'OMC, parce que les membres de l'OMC, ce sont effectivement des pays, mais dans le cadre de l'Union européenne, ce ne sont pas les pays membres qui sont membres de l'OMC, c'est l'Union européenne en tant que telle. Hein. C'est l'Union européenne qui négocie et qui signe les traités commerciaux multilatéraux dans le cadre de l'OMC. Bien. Moi, je pense qu'il y a de toute façon, si on veut résoudre ces questions, et il y a tout de même urgence par rapport aux questions environnementales et climatiques, ça ne se fera pas sans conflit. Qu'il faut combiner ça avec une action au niveau européen pour qu'il y ait un certain nombre de politiques européennes qui soient mises en place, et qu'il faut combiner ça avec une troisième chose, qui est des mesures qui puissent être prises au niveau national. C'est clair,
à peu près l'essentiel de ce qui est proposé là rentre en concurrence, rentre en contradiction avec des règles européennes, notamment les règles sur la libre concurrence, et avec des règles internationales, et notamment les traités sur le commerce. Donc, si on se limite à faire pression au niveau international et faire pression au niveau européen sans prendre un certain nombre de décisions unilatérales au niveau national qui vont créer un conflit mais qui peuvent ensuite faire avancer les choses, eh bien, je pense qu'on n'arrivera à rien. Voilà. Et on se retrouvera comme les socialistes qui pendant des décennies ont promis l'Europe sociale, etc. Et puis une fois au pouvoir, ah ben oui, mais on peut pas parce que les autres veulent pas. Voilà. Bon. Donc je pense qu'il faut se dire ça. Maintenant, dans l'urgence écologique et climatique, dans le contexte d'urgence écologique et climatique mondiale actuelle, je pense que prendre des décisions unilatérales sans qu'il y ait, je veux dire, sans pénaliser davantage les importations par rapport aux productions nationales, c'est-à-dire avoir le même niveau d'exigence, mais que ça se fasse au nom d'objectifs écologiques, d'objectifs de lutte contre le changement climatique, eh bien, voilà, il ne faut pas partir perdant d'avance. Il y a tout de même une certaine légitimité à le faire. Voilà, moi je pense qu'il faut le faire. Bon, je vais tout de même mentionner un exemple. Il y a quelques années, alors vous savez, dans la production de cerises, il y a des parasites et on utilisait un produit extrêmement toxique, le diméthoate. Et donc la France a interdit l'utilisation de ce produit. Ce qui tout de suite augmente énormément les coûts de production pour les agriculteurs, parce que voilà, il faut installer des filets pour protéger les cerisiers, voilà, tout de suite ça coûte beaucoup plus cher. Et donc perte de compétitivité par rapport à des cerises importées d'Italie, de Turquie ou d'ailleurs. Et dans le même temps, la France a dit, eh bien on va exiger des produits importés, eh bien, que les mêmes règles soient respectées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'utilisation de ce produit pesticide. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, parce que c'était au nom d'un motif de santé publique. Et donc, la France a eu la possibilité de le faire. Eh bien, dès l'année suivante, ou 2 années plus tard, la plupart des pays qui produisaient et exportaient des cerises, eh bien, tout simplement, ils ont également interdit le produit. Voilà. Je pense que c'est un exemple intéressant parce qu'il montre que, à un moment donné, bousculer les choses, eh bien, ça peut aussi créer une dynamique de progrès. Voilà. Oui. Bon, je suis trop bavard. Bien. Bon, voilà. Oui, c'est qu'on se dirige vers la fin, du coup, il faut qu'on arrive à... Surtout s'il y a d'autres, il y avait 2-3 encore questions, il me semble. Peut-être pour rajouter de ce que tu disais, effectivement, bon, c'est des opinions aussi personnelles qu'on émet, mais moi je crois beaucoup, je pense comme vous l'avez entendu en tout cas dans la présentation et dans les interventions, c'est que je crois beaucoup à la convergence des luttes. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut faire en tant qu'État et il y a évidemment ce qu'on peut faire en faisant converger nos luttes avec les organisations syndicales, avec les associations, les ONG. Et c'est comme ça, moi je pense qu'on peut y arriver en fait. C'est justement
en se mettant tous ensemble et en voyant qu'on a des objectifs communs. Et c'est pour ça que je vous parle un peu de ce syndicalisme mondial dont on ne parle pas souvent, de ces associations, mais si, mais ça vous les connaissez, puisque les ONG sont déjà internationales, elles se sont internationalisées, mais le mouvement syndical, on ne parle pas souvent justement de son internationalisation. Et c'est pourtant à travers ça que nous allons pouvoir résoudre toutes ces questions dont on vous parle depuis maintenant 1 heure. Donc le rapport de force, il va se gagner justement par le nombre, par la force. Et la force, c'est nous, c'est la société civile, ce n'est pas seulement les organisations politiques, c'est les organisations politiques et la société civile qui se battent ensemble pour des objectifs communs. Et donc si on arrivait, parce qu'on parlait de questions, bon, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, hein, mais on a parlé de transparence, on a parlé de comment on va chercher l'information, comment on connaît les situations sur place, bah, tout ça, ça se crée justement, c'est des réseaux qui se créent, c'est des réseaux qui luttent ensemble pour des objectifs communs. Notre lutte dans une entreprise multinationale, elle doit se faire dans tous les pays, pas seulement dans le nôtre, mais dans tous les pays dans lesquels l'entreprise a des activités. Donc c'est voilà, c'est peut-être pour apporter la question effectivement du rapport de force. Bon, et aussi, mais je pense que Laurent l'a déjà mentionné, mais effectivement, il y a le rapport de force qui se joue au sein de l'Union européenne. La France a un poids dans cette Union européenne aussi en tant qu'État. Donc lorsqu'on va arriver au pouvoir, lorsqu'on va mettre un certain nombre de conditions sur la table, on sera quand même aussi écouté, mais on sera écouté d'autant plus si on est porté aussi, justement, on est porté par le peuple, ce qui est l'essence même de notre mouvement, mais on est porté par le peuple et c'est par ses revendications, et on a des revendications justes qui sont justement aujourd'hui dans lesquelles les organisations syndicales, les associations se battent pour, donc on doit articuler tout ça et faire converger nos luttes pour justement gagner ce rapport de force. Voilà, moi c'est cette dimension que je voulais rajouter à ce qui a déjà été dit et que je partage totalement dans ce que tu as avancé, Laurent. Alors je vais repasser le micro à Laurent 2 minutes, mais pour vous dire, on finit à 17h10, donc on va reprendre après l'intervention de Laurent une série de questions, parce que je vois il y a des camarades qui lèvent la main, qui n'ont pas encore été pris, et voilà, et après il y aura un tour de conclusion de Laurent et de Marina. Laurent, donc Oui, je voulais rajouter que prendre des décisions unilatérales au niveau national portant sur une normalisation des produits sur la base des méthodes de production, c'est tout de même plus facilement défendable et applicable que une simple mesure protectionniste de mettre des droits de douane. Enfin, on voit bien aujourd'hui dire que la France va mettre des droits de douane alors qu'on est dans le marché européen, bon, ou alors en sortant totalement de l'Union européenne, hein, mais on voit bien que ça serait quelque chose de pas plausible finalement dans le cadre de l'Union européenne. Dire nous on exige que voilà les produits qui soient utilisés en France, eh bien qu'ils aient une certification zéro déforestation, c'est tout de même à la fois plus, je dirais, plus facilement défendable et applicable. Voilà. Et c'est la même chose sur la question de la généralisation du commerce équitable. Et par rapport à cette question de la généralisation du commerce équitable, et ce qui me fait penser ça, c'est Marina disait, oui, mais il faut aussi penser aux impacts de mesures qu'on peut prendre par rapport à la situation des travailleurs, des populations dans les pays qui exportent. Généraliser les principes du commerce équitable, c'est-à-dire dire, voilà, on ne peut plus commercialiser que du café qui est certifié équitable, par exemple. C'est tout de même très différent économiquement d'un droit de douane, économiquement et socialement. Un droit de douane, c'est un prélèvement au profit du pays importateur. Une généralisation du principe du commerce équitable, il n'y a pas de droit de douane. C'est dire, non importe du café, à condition que les travailleurs soient bien payés. Vous voyez, c'est tout de même, c'est tout de même une conception très différente. Il y avait la dame là, elle lève la main depuis tout à l'heure.
Oui, bonjour. Je suis aussi une ancienne syndicaliste. J'ai une question par rapport au social, les clauses de non-régression sociale, parce que très souvent, moi j'ai vécu ça au niveau européen, la plupart du temps, quand on veut créer, quand il y a des règlements, des directives, qu'on veut harmoniser les règles sociales, au niveau européen ça a été le cas, la plupart du temps, étant donné qu'on avait des différences de règles sociales d'un pays à l'autre, on a été confronté à la régression sociale de certains pays par rapport à d'autres. Je pense bien évidemment à la France par rapport à d'autres pays en Europe, en matière de temps de travail notamment. Et ma question par rapport à l'international se pose de la même façon, puisque dans les règles de l'OIT, c'est bien souvent trop généraliste, pas assez évidemment fixé. Puis il y a des pays, comme on ne sait pas quel est le niveau des règles sociales, notamment en termes de temps de travail, mais aussi pour tout le reste. Quand il y a des accords de libre-échange qui se mettent en place, la plupart du temps, quand ils parlent d'aspect social, s'ils en parlent dans ces accords, c'est pour déréguler et mettre au niveau le plus bas possible nos règles sociales, des pays où les règles sont plus élevées. Donc, moi, la remarque et la question que j'ai par rapport à ça, est-ce que ça vaut le coup de fixer des règles une espèce de règle de non-régression sociale, mais qui est pas un bon terme, parce que ça voudrait dire que pour certains pays, on garderait le haut niveau de règles sociales, et puis les autres, on les laisserait au niveau où ils veulent bien être, où ça serait. Là, je suis pas d'accord là-dessus. Bien évidemment, c'est pour essayer de faire progresser socialement parlant. Moi, je pense toujours au temps de travail, parce que ça, c'est le nœud de tout. Tous les autres pays dans le monde qui sont pas, parce que moi j'accepte pas l'idée par exemple que certains pays on fasse travailler 12 heures, 15 heures ou peut-être plus de travail en continu les salariés, tandis que pour la même chose on les fera travailler 8, 10 ou 12 heures, même 12 heures en Europe, en France c'est pas acceptable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on essaye de trouver des solutions pour faire progresser les autres pays dans le monde, socialement parlant, sur les règles de temps de travail, de salaire, etc. Moi, je voudrais juste apporter une contribution plutôt qu'un questionnement. Nous sommes en plein amphi, donc on est en plein politique. Les multinationales, ils ont une qualité, c'est qu'elles n'ont pas de nationalité, elles n'ont une seule nationalité, c'est le profit. En dehors de ça, il n'y a aucune législation, aucun intérêt social, écologique, tout ce qu'on veut raconter. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on commence étant un mouvement politique, on commence par poser la principale problématique, c'est que nous avons affaire à un système économique mondial, et ce système économique mondial, il est basé sur tous les éléments qu'on vient de décrire. Il me semble que dans tous les accords internationaux, il y a toujours la petite virgule du « mais ». Et je parle sous le contrôle de Marina. Il y a toujours le petit « mais » que les États peuvent exploiter. Ça, à supposer qu'il y a dans les accords toutes les problématiques, on dit ce qu'on oublie, que nous sommes toujours acteurs de l'élaboration du même accord, étant pas du ciel. La France est partie prenante de tous ces accords. Donc c'est un problème beaucoup plus politique, de désignation de nos dirigeants, que de pleurnicher sur... Et j'ai entendu récemment un candidat potentiel qui dit... Si je suis élu, je vais humaniser les multinationales. Voilà. On va les humaniser. Moi, je pense que maintenant, l'autre aspect, ce système qui a été mis en place, il a commencé toujours par les démantèlements. Le premier démantèlement dans l'agroalimentaire, parce que mon collègue est spécialisé dans l'agroalimentaire, il fallait démanteler tous les services publics chargés de la normalisation. Et aujourd'hui, c'est les laboratoires, c'est les compagnies qui imposent les normes aux États. Donc il faut revenir à la case départ, de dire, moi la norme de n'importe quelle multinationale, c'est son problème, c'est pas le mien.
Moi, j'ai une santé publique, une production agricole intérieure ou industrielle, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. À partir de là, je pense qu'il faut réhabiliter nos organes de contrôle qui sont de puissance publique. Et on l'a vu même dans le Covid. La France qui sous-traite des bureaux d'études comment distribuer le vaccin. Privé, bien sûr, et américain. Donc, il faut arrêter de tomber dans le piège du ridicule. Comme vient de le souligner Marina, il faut soutenir le combat international. Et ce n'est pas une mince affaire. Hein. Je ne dis pas que c'est une mince affaire, elle a plus d'expérience, mais si on touche à l'essentiel de ces stratégies, réhabiliter les justices et les tribunaux de commerce publics, parce qu'on les a privatisés à travers ce qu'on appelle les accords du tribunal international de commerce, qui n'est qu'un tribunal privé composé principalement par, entre guillemets, des juges payés et financés par les multinationales. Qu'est-ce que vous attendez, honnêtement, de ces tribunaux? Et aujourd'hui, on vient de voter récemment à l'Union européenne que ces mêmes tribunaux sont supérieurs aux tribunaux nationaux, donc au droit national. Donc moi, je pense que c'est ça les questions fondamentales. Et qu'est-ce qu'on propose, nous, en contrepartie? C'est ça qui est fondamental pour les entreprises nationales. Et tout le reste, c'est technique. Hein. Mettre une taxe douanière, ne pas la mettre, tout ça, c'est de la technique. Ça, demain, Bercy peut vous faire sortir tout ce que vous voulez à partir de la politique choisie. Nous avons de super experts. Ils n'ont même pas besoin de nous. Mais par contre, en politique nationale, qu'est-ce qu'on souhaite? Dans notre politique nationale, dans notre politique internationale, la France, vous oubliez tous, elle est membre de l'Union européenne, qui participe à 40% du budget, du fonctionnement. Elle est membre du Conseil de sécurité. Vous oubliez tous ces éléments. Et donc ce pays a toute la force, mais il subit le libéralisme par ses propres dirigeants. Voilà, vous prenez toutes les lois récentes, le démantèlement du droit du travail, c'est le Parlement national et c'est le pouvoir national. J'allais dire Total, il n'est pas venu dire, mais écoutez, ne votez pas. Non. Moi, je pense que c'est ça les éléments centraux qu'on doit définir. Le reste, c'est de la technique. Laissons aux techniciens, aux experts leur travail. Voilà ce que je voulais dire. Il dit qu'on a plus de temps, donc on va être obligé de conclure, donc je vais repasser à nos deux intervenants. Ça n'était effectivement qu'un premier débat sur ces questions internationales et de régulation qu'on aborde aujourd'hui et qui bien sûr nécessitera encore beaucoup d'échanges et de mise en œuvre de pratiques. Je passe la parole à Laurent ou Marina, je ne sais pas lequel des deux. Tu veux pas conclure? Non, mais je vais surtout laisser la parole à Marina. Non, bien entendu, par rapport à ces systèmes d'arbitrage privé international, c'est quelque chose d'inacceptable et qu'il faut dénoncer. Voilà. Moi, juste ce que je voulais dire en conclusion. Bon, je pense qu'on a eu un débat intéressant. Beaucoup de choses ont été abordées. Je pense qu'on est tout de même dans un moment particulier de l'histoire, avec notamment la crise écologique, et que il serait une grave erreur de ne pas prendre les bonnes décisions, les décisions que nous pensons qui doivent être prises au nom des principes et des valeurs que nous défendons, sous prétexte qu'il y a un risque de conflit, et que le conflit peut être vecteur de progrès, mais bien entendu, ça implique tout de même de réfléchir et anticiper sur ce qu'on serait prêt à faire, ce qu'on ne serait pas prêt à faire. Et là, je pense que oui, au niveau de la France insoumise, il reste un certain nombre de choses à préciser.
Peut-être pour répondre à la question sur les clauses de non-régression sociale, oui, effectivement, c'est de savoir comment on peut le mettre au niveau international, quand on parle du temps de travail notamment. Évidemment, comparer ça à l'Organisation internationale des Nations Unies qui va dire dans ses conventions fondamentales, bon il faut pas d'esclaves, il faut pas de travail des enfants, ce qui nous paraît nous un peu lunaire par rapport à ce qu'on fait, quoique il y a une conférence après sur le travail détaché si vous voulez parler de l'esclavage moderne en France. Mais par contre, il faut se dire qu'au niveau mondial, il y a 60% des travailleurs qui sont dans l'économie informelle. Donc ça veut dire que 60% des travailleurs au niveau mondial n'ont aucun contrat de travail, n'ont aucune protection sociale. Donc quand on leur permet déjà d'avoir, à travers justement les normes de l'OIT, de dire vous avez le droit notamment de vous organiser, parce que moi c'est le point de départ, c'est, puisque vous disiez justement aussi vous étiez dans les syndicats, c'est l'organisation collective qui à un moment donné va permettre d'aller sur les revendications sociales. Donc si on arrive à ce que les travailleurs aient le droit de s'organiser et le droit de revendiquer collectivement justement un certain nombre de choses, ça va nous permettre après d'aller sur justement les acquis sociaux justement puisqu'elles s'obtiennent par le rapport de force avec l'employeur. Donc c'est à ce niveau-là que je pense quand on parle de la non-régression, évidemment au niveau européen de se dire il y a une non-régression et que ça soit les conditions de travail les meilleures qui doivent être justement un minimum et ne pas descendre en dessous. Mais par contre, au niveau international, justement, le prisme de l'OIT est un prisme intéressant par rapport à ce qu'il revendique et ce qui construit justement du collectif dans l'entreprise et qui pourra permettre à ces travailleurs justement d'aller sur les revendications que nous pouvons avoir aussi au niveau français. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond en tout cas la question, mais bon, et après je sais pas, la conclusion je pense qu'elle a été toute faite là-bas, donc je sais pas si c'est malvenu, mais bon, de terminer en disant travailleurs de tous les pays, unissez-vous.